Espace TV. Espace TV, le journal de 20h. Au sommaire de cette édition consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine, 3 mois après sa session inaugurale, le nouveau Parlement guinéen a démarré lundi la session des lois au Palais du Peuple. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé plusieurs personnalités de haut rang. Les religieux tentent de jouer leur partition dans la lutte contre la propagation de la fièvre hémorragique virale Ebola. Plusieurs imams de la capitale ont rallié cette semaine la grande mosquée Faisal pour une séance de lecture du Saint-Coran. Et puis le génocide rwandais revisité dans une bande dessinée, œuvre d'un journaliste français, témoignages et dénonciations, les plus jeunes devraient sans doute trouver leur compte. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Espace TV au compte de ce journal. La session des lois de la nouvelle Assemblée nationale s'est ouverte en début de semaine au Palais du Peuple. Outre les députés, l'événement a enregistré la présence des présidents des institutions républicaines ainsi que celle des corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. Le point avec Aïssatou Sané. La première session parlementaire dite session des lois a démarré ce lundi au Palais du Peuple. Elle a été rehaussée par la présence des membres du gouvernement, représentants des institutions républicaines internationales ainsi que les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée. Le président de l'Assemblée nationale souhaite que la 3e législature soit au service du peuple. Notre vision de la 3e législature voudrait qu'elle soit une législature solide et solidaire, bien organisée et proactive, bien gérée, déterminée à promouvoir l'exercice efficace et responsable de ses prérogatives constitutionnelles. Sur les 114 députés, 105 ont participé à cette session des lois. Tous se réjouissent de l'ouverture de la dite session. Vraiment, il y a une mobilisation. On se sent aujourd'hui vraiment fiers parce que l'objectif que nous visons, nous pensons que nous allons aboutir. Tout le plaisir est pour nous de rentrer finalement de plein fouet dans le travail qui nous est réservé. Pour cette session inaugurale, les députés ont trouvé un hémicycle complètement rénové. Des tables, en passant par les chaises, les moquettes, la climatisation et la sonorisation, tout a été changé. Une situation dont se réjouit le responsable des travaux. On était venu, on a trouvé que tout est en désordre, on a pris ça. Le temps était très court, on nous a dit juste 10 jours. Normalement, que c'est des choses qu'on peut faire jusqu'à 1 mois, 2 mois. Mais Dieu nous a donné la force, on a pu faire ça dans une semaine. J'espère bien que s'il y a un autre marché, ils vont nous proposer quand même, Inch'Allah. L'agenda des députés étant désormais connu, il est prévu dans les jours à venir les activités comme le contrôle de l'action gouvernementale et le vote des lois. Cette session s'étend sur 90 jours, des jours durant lesquels les projets et propositions de loi seront examinés par les députés. Mais quelles sont les lois susceptibles d'être examinées? Élément de réponse avec Djiba Milimono. Au cours de cette session des lois, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Korikondiano, a tout d'abord invité les différents députés à observer un esprit républicain tout au long de la session, avant de regretter le fait que les anciens présidents des institutions de la République n'ont toujours pas de statut particulier, d'où la nécessité de voter une loi pour mettre un terme à ce vide juridique. Au sortir de cette première journée, les différents groupes parlementaires ont fait allusion aux conventions et lois qui seront présentées au cours de cette session. Les lois qui vont incessamment être discutées, bien que nous ne les ayons pas encore reçues d'une manière formelle, c'est le cadre des investissements qui réglemente les relations entre l'État guinéen et les investisseurs. Ensuite, il y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui va aussi être amendé, modifié. Le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle n'a pas manqué de dérouler le calendrier qui sera suivi durant cette session. Les jours suivants, il y a la conférence des présidents, c'est-à-dire le bureau élargi au président de commission, qui va établir un chronogramme d'exécution ou d'examen des projets. Pour sa part, le député de l'UFDG s'est insurgé contre les propos du ministre Alassane Condé qui, dit-on, aurait traité l'Union des forces démocratiques de Guinée de parti illégal. L'opposition va très rapidement soumettre des propositions de loi sur tous les thèmes. Ce sont des propos éhontés, incongrus et inadaptés pour un ministre de la République.
Nous avons tenu à dénoncer ça. Selon les dispositions légales, l'initiative de toute loi revient au président de la République et aux députés. En tout cas, l'on pourrait dire que la Guinée va enfin voter des lois et conventions allant dans l'intérêt supérieur de la nation après une longue crise institutionnelle. À l'appel de leur fédération syndicale, les transporteurs routiers ont observé une journée de grève lundi, un mouvement largement suivi à Conakry et dans certaines préfectures de l'intérieur du pays. Les syndicats des transporteurs dénoncent les tracasseries policières que subissent au quotidien leurs corporations. Alga Simba nous signe le reportage. Les taxis urbains et interurbains étaient de moins en moins nombreux sur la circulation ce lundi matin à Conakry. Conséquence d'une journée de grève lancée par le syndicat des transporteurs affilié à la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Réunis à la bourse de travail, ces syndicalistes dénoncent des tracasseries policières, l'insécurité, le mauvais état des routes et l'emprisonnement de certains de leurs camarades syndicalistes. Aucun véhicule ne rentre à l'air là venant de l'intérieur du pays. C'est que dire, l'habitude le matin, il y a des véhicules qui rentrent. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas de rentrée de taxi, de camions, de minibus et de bus. Cette journée sans véhicules jaunes dans la circulation a vite chamboulé le calendrier des citoyens. Aux heures de pointe, ils étaient nombreux à rater des rendez-vous. Je suis là, ça fait à peu près 2 heures de temps. Je suis à la recherche d'un moyen de déplacement pour aller à Ignasdine, parce que je devais être à Ignasdine depuis 8 heures. Je suis dans le cadre de ma spécialisation, je devais être au service d'urologie à Ignasdine, mais malheureusement, j'ai tout fait pour avoir un moyen de déplacement et jusqu'à présent, je ne parviens pas à avoir. Bon, moi, ça m'a beaucoup empêché parce que je vais aller à la révision comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de voiture. Ça fait 1h30 qu'on est là, jusqu'à présent. Et il n'y a même pas de voiture qui circule comme ça, comme avant. À la gare routière de Madina, les chauffeurs observent le mot d'ordre en racontant leur triste expérience de transporteur. Les gendarmes nous fatiguent sur la route. Bon, si on est venu à 36, il faut qu'ils vont dire qu'on prend le récit pour aller. Le récit aussi, c'est 40 000 francs à chaque chauffeur. Bon, on paie le récit là. Bon, le résultat, on ne voit pas. La route est mauvaise, la route n'est pas bonne. Il y a des coupures de la route. Bon, chaque fois, on plaide de notre syndicat ici pour dire qu'on a des souffrances sur la route, mais ils ne vont pas nous aider. Le gouvernement ne nous aide pas. En plus de cette journée du lundi, le syndicat des transporteurs n'entend pas démordre et promet maintenir le mot d'ordre. Et puis, il faut préciser qu'il aura fallu l'intervention du gouvernement pour que le mot d'ordre de grève illimité soit suspendu, avec l'espoir d'un examen des principaux points de revendication. La société Sahara jubile tandis que Vitol ronge ses freins. La première s'est vue adjuger cette semaine le marché de fourniture du pétrole à la Guinée. Mais cette adjudication n'est pas du goût de Vitol qui compte porter plainte contre l'État guinéen. Explication Aïssatou Sani. Le marché de pétrole 2014 a été attribué à la société britannique Sahara. Ce trader a été retenu à l'issue d'un appel d'offres marqué par des rebondissements. La proposition de Sahara a été la mieux disant aux yeux du comité technique qui a dépouillé les dossiers des 3 soumissionnaires qui étaient en lice. Marc Yombuno jure qu'il n'y a pas eu de pot de vin dans l'attribution de ce marché de pétrole qui voyait la société Vitol bien partie. L'État guinéen avait exigé la marge de 20 $ pour les postulants, mais aucune multinationale ne répondait au profil recherché. Un nouvel appel d'offres a été lancé et Sahara a repris le dessus avec une proposition de 39 $. La Guinée importe 360 000 tonnes métriques par an et le gouvernement Fofana a adopté le principe de la flexibilité des prix. En 2011, la subvention de l'État a coûté 1 000 milliards de francs guinéens.
Ce plan a généré un bénéfice de 39 milliards. Ouvrons à présent le chapitre santé. La fièvre Ebola, principal sujet de l'heure en Guinée, les leaders religieux, très préoccupés par la présence de l'épidémie et les risques de répercussions sur le pèlerinage à venir, multiplient les prières. Cette semaine, les imams des différentes communes de Conakry se sont donné rendez-vous à la grande mosquée Faïsal pour une séance de lecture du Saint-Coran. Al-Gassimba nous en dit plus. Les religieux s'impliquent dans la lutte contre l'épidémie de la fièvre Ebola qui sévit actuellement dans le pays. Une cérémonie de prière et de lecture de Saint-Coran a eu lieu ce jeudi à la grande mosquée Faïsal. Elle a réuni des fidèles musulmans provenant des 5 communes de la capitale. Le secrétariat général s'est dépêché dans l'immédiat à organiser une cérémonie de, si vous voulez, de lecture du Coran pour se rependre et avoir la bénédiction et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, la population, surtout le monde musulman, le monde religieux. Si le secrétariat général des affaires religieuses est préoccupé par cette maladie, c'est pour les umrahs et pèlerinages suspendus pour la Guinée par les autorités saoudiennes. Alors que la riposte contre l'épidémie se poursuit par les services sanitaires, les religieux, eux, continuent à considérer que la fièvre Ebola est une sanction provenant de Dieu. Des fois, ça peut être une condamnation. Les gens demandent d'avoir autorisation pour leur droit de homosexualité. Cette demande même peut mettre Allah en colère. Pour l'heure, la fièvre Ebola, elle, continue de faire des victimes. En nos jours, les chiffres sont à 101 personnes déjà mortes par l'épidémie. En bref, dans une émission synchronisée par le réseau d'une trentaine de radios privées de Guinée, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée s'est invitée dans la lutte contre la propagation de la fièvre Ebola en Guinée. À travers cette plateforme uniformisée, des experts de l'Organisation mondiale de la santé, de Médecins sans frontières et du gouvernement guinéen ont développé des messages clés visant à mieux informer les auditeurs sur les vraies réalités de cette épidémie. Et à propos justement de cette épidémie aux conséquences multiples, eh bien, les 72 heures du livre, événement culturel incontournable, risquent de connaître un coup dur cette année. Certains invités annoncés hésitent en effet à effectuer le déplacement pour cause d'Ebola, mais pas question pour autant du côté des organisateurs d'annuler ce rendez-vous annuel. Explication, Suleiman Ba. Les 72 heures du livre approchent à grands pas. Et les organisateurs de ce rendez-vous littéraire n'ont plus de temps à perdre. Ils étaient face à la presse ce jeudi pour donner des précisions sur les préparatifs de l'édition 2014 de cette rencontre culturelle. Tout est fin prêt pour cette 6e édition, malgré la fièvre Ebola dans notre pays. Chacun de nous doit être vigilant parce que c'est une grave maladie et on ne peut pas baisser les bras. Les professionnels du livre, les écrivains, les intellectuels vont se mobiliser pour faire de la sensibilisation au cours de ces 72 heures du livre. Cette année, les 72 heures du livre coïncident à un moment où la Guinée est frappée par la fièvre hémorragique Ebola. À cause de cette épidémie, certains invités ne vont pas fouler le sol guinéen. Nous avons des invités qui ont fait défection déjà parce qu'ils ont peur, mais ça ne nous oblige pas à annuler notre événement. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires. Les sponsors n'ont pas suivi, c'est pas grave. Le directeur du centre culturel franco-guinéen tente de rassurer le public. Pas de panique, déclare-t-il. Donc je ne crois pas qu'il y ait de psychose à ce niveau-là. Je crois qu'il faut simplement rassurer les gens, leur dire que dans la vie courante, il n'y a pas de risque particulier à venir assister, à aller aux conférences, à rencontrer les auteurs. Pour cette édition, un Zoom sera consacré aux écrivains guinéens. Une trentaine d'ouvrages a enrichi cette année notre littérature. Alors que par le passé, on enregistrait à peine 10 publications, a conclu le directeur des éditions L'Harmattan Guinée. À suivre dans les minutes qui viennent, l'inquiétude des élèves de l'école primaire Péanzin qui voient les travaux de rénovation de leur établissement traîner et ce,
alors que les examens approchent à grands pas. Et puis Ibrahima Kamara et Moussa Baldé, sélectionnés à l'issue d'une compétition, devraient représenter la Guinée au prochain tournoi de tennis qui se tiendra à Lomé. Éducation. Alors que leurs camarades continuent les cours, ils sont impatients de retrouver leur école. Ils, ce sont les élèves de l'école primaire Béanzin, 6 dans la commune de Matoto. Le ministère de l'Éducation, dans son programme de construction et de reconstruction des établissements scolaires, a décidé de rénover cet établissement, mais les travaux de rénovation traînent encore. Du coup, l'inquiétude grandit chez les élèves et encadreurs à mesure que les examens approchent. Djibril Ba s'est rendu sur les lieux. On suit son reportage. Quartier Béanzin. Ici, des élèves ont hâte de retrouver leur école. Fermée il y a quelques mois, les autorités de l'éducation ont décidé de la rénover. Mais les travaux tardent à être effectifs. On n'est pas resté même croisés. Je pense que nous avons mené des démarches. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais avec madame le chef de quartier de cette localité, au gouvernorat. Elle vient chaque fois nous demander, elle a des inquiétudes parce que l'école est vide, les bandits ont commencé à envahir les locaux. Élèves et enseignants sont répartis dans d'autres écoles. Un regret que les apprenants ont du mal à digérer. Loin de leur établissement, ils courent les risques d'accidents de circulation et l'ombre de leur école les hante. Je regrette avoir quitté Béanzin parce que le maître forme bien, le étudie bien. Les parents d'élèves sont inquiets. Ils se demandent à quoi pourrait ressembler ce temple du savoir sous peu. Aux autorités de l'éducation, je leur dirais de tout faire pour rénover l'école de nos enfants. Si on ne rénove pas l'école, elle ne sera pas comme le souhaitent les responsables de l'éducation. L'école primaire de Béanzin, devenue nid des bandits, aussi un chemin non celui de la vie, mais un lieu qui sert de raccourci pour les passants. Sport dans ce journal, Ibrahima Kamara et Moussa Baldé, tous deux âgés de 12 ans, vont représenter la Guinée au prochain tournoi de tennis qui se tiendra à Lomé. Ils ont été retenus à l'issue d'une compétition qui s'est déroulée cette semaine à Conakry. À travers ce tournoi de jeunes, la Guinée devrait signer son retour sur la scène tennistique. Malado Tanta Diallo nous signe le reportage. En prélude au tournoi de tennis qui doit se tenir bientôt à Lomé, la Fédération guinéenne de tennis a organisé mercredi une compétition en faveur des enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans. À l'issue de la rencontre, ces deux vainqueurs auront l'honneur de représenter la Guinée à ce tournoi. Je vais tout faire. Je vais me battre pour ramener la coupe. Je suis venu ici pour remporter la coupe pour nous, la Guinée. Présente, le ministre des Sports rassure qu'elle accompagnera la Fédération guinéenne de tennis pour que la Guinée triomphe. C'est avec une note de satisfaction que nous accompagnons ces enfants à Lomé. Voilà, quelque chose de normal paraît extraordinaire aujourd'hui dans notre pays, alors que des jeunes champions comme ça aller compétir sur le plan international comme une compétition à laquelle ils vont comme à Lomé, pour nous c'est une fierté. Et c'était du devoir et du ressort du ministère, grâce à la fédération qui a su organiser une compétition au cours duquel ils ont pu détecter ces jeunes enfants. Ça fait des années que la Guinée n'a pas participé à tel événement. On travaille toujours à la base. Ça va être une compétition vraiment représentative pour la Guinée, pour une visibilité pour la présence de la Guinée, pour accentuer que la Guinée est de retour. La Guinée revient avec le mini-tennis dans les écoles. Le tennis est un sport moins considéré en Guinée. Le président de l'instance dirigeante de cette discipline encourage les jeunes à opter pour la raquette. En Centrafrique, les ex-rebelles Seleka, toujours actifs dans l'est du pays. Leurs partisans ont blessé 2 soldats africains à Bria. Pour eux, pas question de désarmer. La mission des casques bleus, prévue en septembre, s'annonce donc. Comment raconter le génocide rwandais aux plus jeunes? Eh bien, un journaliste français a choisi un support étonnant à première vue, la bande dessinée. Un moyen de témoigner de ce qu'il a vu au Rwanda il y a 20 ans, mais aussi de dénoncer, vous allez voir, le rôle controversé de la France lors des massacres. Suivez. Du silence. Il n'y avait que du silence et des tués. Les tués ne parlent pas. Il n'y avait plus de mots, juste ce silence.
Ces souvenirs sont maintenant traduits en images. Il y a 20 ans, Patrick de Saint-Exupéry a été témoin du génocide des Tutsis au Rwanda, en tant que journaliste. Toute cette expérience, il l'a déjà racontée dans un livre. Il tenait aussi à en faire une bande dessinée. 20 ans plus tard, il y a une nouvelle génération qui est là. Ce sont des jeunes. Ils n'ont pas vécu cette histoire, ils ne l'ont pas vue. Et en revanche, un certain nombre de personnes tentent de leur faire endosser l'héritage de cette histoire. Donc il est important de s'adresser à eux, de leur parler, pour leur raconter cette histoire exactement telle qu'elle est. Patrick de Saint-Exupéry a toujours dénoncé le rôle de la France dans le drame rwandais. Cofondateur et rédacteur en chef de la revue 21, il connaît l'impact des images pour sensibiliser aux faits vérifiés. Un certain nombre de représentants de l'État français a collaboré avec le régime qui a mené le génocide au Rwanda, avant, pendant et après ce génocide. C'est établi, il n'y a plus de discussion là-dessus. Cette collaboration pose d'évidence un énorme problème. C'est une affaire Papon à la puissance 100. Des plaies béantes, des questions non élucidées. À côté des essais, des romans, des témoignages, la bande dessinée est un nouveau genre pour vulgariser ce génocide. On sait très bien que la bande dessinée aujourd'hui ne se réduit pas à Tintin, si j'ose dire, qu'il y a toutes sortes de bandes dessinées qui éclairent des situations complexes. Et je trouve qu'à propos du génocide du Rwanda, justement, il y a des images, il y a des situations que la bande dessinée traduit de façon très forte. La vérité est dite de façon subtile, et je pense que c'est une très très bonne manière de faire connaître cette histoire douloureuse sans brutalité en fait. Avec la fantaisie des dieux, Patrick de Saint-Exupéry prend le pari d'intéresser tout à chacun à cette page d'histoire qui nous interpelle tous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous en compagnie des programmes d'Espace TV.